Bonjour à tous, il est 9 heures. Je vous propose de commencer ce webinaire dédié à Perceval. Je vais passer la parole à Joseph qui va se présenter et puis vous parler de Perceval ce matin. Merci à vous. Oui, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Joseph Abdo. Je suis jeune consultant. J'ai passé l'essentiel de ma carrière à Symbéton, d'où ma présence aujourd'hui ici. Donc, nous allons parler de Perceval. Perceval, c'est un logiciel d'aide au choix des techniques routières. Le choix sur le plan économique, mais aussi sur le plan environnemental. Donc, Perceval n'est pas un logiciel de dimensionnement, c'est bien un logiciel d'évaluation et de comparaison économique environnement. Alors, la présentation va se faire en deux temps, je dirais. La première partie, on va faire une présentation de Perceval pour vous donner un petit peu l'architecture de ce logiciel et qu'est-ce qu'il peut faire et quelles sont les données qui ont été intégrées. Et puis, suite à cette présentation, nous allons faire une démonstration. Et aujourd'hui, cette démonstration est dédiée pour les ouvrages de sécurité, c'est-à-dire les dispositifs de sécurité, séparateurs béton versus glissière métal. Alors, tout d'abord, je veux commencer par vous présenter pourquoi Perceval, la présentation du logiciel et puis la démonstration en ligne. On va commencer donc par la première partie, pourquoi Perceval. Tout d'abord, nous vivons dans un contexte en évolution. On observe aujourd'hui une préoccupation forte de la part des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, de rigueur dans les choix techniques, garantissant à la fois la maîtrise des coûts et le respect de l'environnement. Et ceci de plus en plus sur le cycle complet de la vie de l'ouvrage. Alors, nous sommes aujourd'hui en train de passer d'une époque où on parlait du moins-10 ans économique sur la phase construction, c'était bien la règle jusqu'à il y a encore quelques années. On évolue petit à petit vers une situation où on parle du mieux-disant économique environnemental, et ceci sur le cycle complet construction, vie en œuvre. Dans le cadre de l'étude d'un projet de route, de voirie ou d'aménagement urbain, il y a donc nécessité pour le bureau d'études de disposer d'un outil permettant d'établir sur le cycle complet un bilan économique environnemental des solutions techniques pressenties afin de justifier sa proposition finale. Et pour l'entreprise, de recourir à un bilan économique environnemental sur le cycle complet pour valoriser une offre ou justifier une variante. Alors, vous allez me dire, mais les outils d'évaluation existent. C'est vrai, on sait qu'il y a plusieurs outils qui existent déjà depuis pas mal d'années. Il y a SEV d'un côté et Ecorse de l'autre, mais ces outils ne répondent pas tous aux objectifs précités. C'est-à-dire, ils traitent l'aspect environnemental, mais ils ne traitent pas l'aspect économique, ces deux outils. Alors que l'économie constitue un des trois piliers du développement durable. Donc, on ne peut pas parler effectivement d'évaluation technique et environnementale sans pouvoir parler de l'économie. Alors, présentation de Perceval. Donc, Perceval, c'est un logiciel de calcul dédié à la route. Il peut être utilisé dans les domaines suivants: les routes, la voirie, les aménagements urbains. On va voir quels sont les modules qu'on peut effectivement utiliser. Les ouvrages de sécurité et d'assainissement de la route, donc c'est un deuxième domaine. Et puis un troisième domaine, la valorisation des matériaux en place au lien hydraulique routier. Donc tout ceci, on peut le voir effectivement dès qu'on ouvre le logiciel Perceval, la page de garde, effectivement on affichera tous ces modules effectivement d'évaluation. Alors Perceval permet de faire
soit une évaluation économique environnementale d'une structure routière ou d'un ouvrage de sécurité routier ou d'une technique de valorisation des matériaux en place. Donc, il peut faire une évaluation d'une technique. Soit on peut l'utiliser pour faire une comparaison économique environnementale entre une structure routière en béton et une structure routière comportant une couche de surface en matériaux bitumineux, ou entre un dispositif de retenue en béton et une glissière en métal, ou entre une technique de valorisation des matériaux en place versus une technique traditionnelle d'emprunt granulaire, par exemple. Voilà, quand on ouvre Perceval, voilà l'ensemble des modules, effectivement, qui sont aujourd'hui opérationnels. Ils sont classés en 3 colonnes. La première colonne, route, voirie et aménagement urbain. Vous voyez, il y a 5 modules. Et chaque module correspond à une technique ou à une application. Mais dans la route, si vous voulez, ce sont des structures routières qu'on évalue ou qu'on compare. Il y en a 4. La deuxième colonne, ce sont les ouvrages de sécurité et d'assainissement de la route. Là, il y a 2 modules, module 6 et module 7. Le premier, le 6, c'est dispositif de sécurité, séparateur en béton versus glissière métallique. Et le module 7, ce sont les ouvrages d'assainissement en béton coulé en place. Et la troisième colonne, bien sûr, c'est le domaine de la valorisation des matériaux en place, c'est-à-dire traitement des sols, retraitement des chaussées en place, recyclage des matériaux. Là, nous avons 4 modules. Un concernant les remblais, traitement versus granulat. Le 9, c'est couche de forme, traitement versus granulat. Le 10, assise de chaussée, traitement versus technique traditionnelle. Et puis le module 11, c'est l'entretien structurel des chaussées versus renforcement. Voilà, vous voyez, donc il y a 11 modules aujourd'hui opérationnels et qui ont été conçus selon toujours la même architecture. Hein. On va la voir effectivement à travers la démo. Alors, Perceval, sa frontière, la frontière du système. Bon, pour les modules 1 à 5, c'est-à-dire concernant la route, hein, Perceval effectue les calculs sur le cycle complet, hein, du berceau jusqu'à la fin de la période de service. Cycle de vie complet, ça veut dire phase construction plus phase entretien. Là, on a effectivement des scénarios d'entretien, effectivement, aujourd'hui codifiés en France. Donc, on peut effectivement mener l'évaluation et la comparaison sur le cycle complet. En revanche, pour les modules 10 à 11, Perceval effectue les calculs uniquement sur la phase construction, car on n'a pas de scénario d'entretien pour les ouvrages de sécurité et d'assainissement et pour les techniques de terrassement, parce que c'est un petit peu hors sujet, je dirais, parce que les techniques de traitement des sols sont cachées effectivement en dessous des structures routières. Pour le traitement des sols en assise et le retraitement chaussé en place, modules 10 et 11, les scénarios d'entretien existent, mais ne sont pas discriminants entre les diverses techniques. Donc, nous avons pris la décision de ne pas mener la comparaison sur le cycle complet. Alors, Perceval, qu'est-ce qu'il donne comme indicateur? Donc, il va donner 7 indicateurs, 6 indicateurs environnementaux et un indicateur économique. Je commence par l'indicateur économique, c'est un indicateur, soit le coût de construction, quand il s'agit d'une évaluation sur le cycle construction, soit un coût global, c'est-à-dire un coût de construction plus les coûts actualisés des entretiens successifs. Hein. Donc, il va donner un coût global. Pour les impacts environnementaux, il y en a 6. Ben, les principaux, je dirais, tout d'abord, les émissions des gaz à effet de serre, bon, c'est très important. La consommation d'énergie, très important. Épuisement des ressources, consommation d'eau, acidification de l'air, eutrophisation des eaux. Donc, vous voyez, on a retenu les 6 principaux, hein, que tout le monde, d'ailleurs, utilise hein, dans les différents outils. Alors, la base de données, alors qu'est-ce qu'on a intégré dans Perceval hein, pour pouvoir effectivement faire des évaluations économiques et environnementales. En ce qui concerne l'environnement, je dirais le logiciel intègre des bases de données. Alors, les bases de données, ce n'est pas moi qui les a créées, ce sont les différents ICV des constituants de base des matériaux routiers, c'est-à-dire les ciments, les liants hydrauliques routiers, les granulats, le bitume, l'eau. C'est aussi les ICV du gasoil, de l'acier et des matériels de fabrication, de transport et de mise en œuvre.
il s'agit de ICV publiés, officiels, publiés par les différentes organisations. Par exemple, on a l'ICV Granulat 2017, la source, c'est l'Union nationale des producteurs de granulats. ICV Bitume 2011, source Eurobitume. ICV Ciment SEM 2017, source Atil. ICV Liant Hydraulique Routier LHL 2018, source Atil. ICV Armature et Goujon 2016, source base ArcelorMittal, etc. Donc, vous voyez, nous avons rassemblé les inventaires de cycle de vie de tous les constituants alimentaires qui ont été publiés par leurs syndicats ou par les sociétés concernées par ces matériaux. Donc, Perceval, c'est transparent, on a effectivement collecté l'ensemble des données à partir de ce qui a été publié. Alors après, pour l'ICV gasoil, ça, on n'a pas un ICV en France, donc on a pris effectivement appui sur la source EcoInvent. C'est une base de données suisse-allemande, universitaire, qui est très connue dans le monde. L'ICV central de malaxage, donc ce sont des calculs réalisés par Symbéton en s'appuyant sur la base EcoInvent. ICV transport, ce sont des calculs aussi réalisés par Symbéton en s'appuyant sur la base EcoInvent. Et puis l'ICV mise en œuvre, pareil, ce sont des calculs qu'on a menés ici à Symbéton sur des données consommation machine provenant d'enquêtes auprès des entreprises routières et s'appuyant sur la base ICV gasoil d'EcoInvent. Donc, tous ces calculs sont transparents et je dirais qu'on peut consulter effectivement sans aucun problème. Ça concerne la base de données environnementale. En matière économique, si vous voulez, on a beaucoup hésité. On a pensé faire la même chose, c'est-à-dire faire une base de données économique en faisant je dirais, des statistiques de coûts de matériaux, je dirais, routiers. Mais on s'est heurté vite fait à un problème, c'est que ces matériaux routiers varient d'une région à l'autre, varient aussi, comme on le voit en ce moment, avec l'augmentation des prix de l'énergie. Donc, ces prix fluctuent beaucoup. Donc, nous avons pris la décision de ne pas mettre une base de données économique dans Perceval. Nous avons mis toutes les équations, si vous voulez, les calculs, mais c'est à l'utilisateur du logiciel de collecter lui-même cette base de données sur le plan local et il doit instruire à chaque étape, si vous voulez, le calcul économique tel qu'il l'a effectivement collecté lui-même. Donc, on n'a pas de base de données économique. Alors, le logigramme de comment Perceval calcule. Vous voyez avec ce schéma, on part d'en haut, donc je dirais du berceau, et en descendant, effectivement, on va effectivement jusqu'à la ligne ou la fin de la construction, et puis après la ligne, c'est la fin effectivement de la période de service ou de la vie en œuvre. Donc en haut, on a trois colonnes. En fait, on a trois colonnes. À gauche, vous avez les phases, la phase construction, la phase entretien. À droite, vous avez les étapes correspondant les étapes de chacune des phases, construction et entretien. On voit par exemple extraction et fabrication des matériaux, transport des matériaux de base, fabrication des mélanges, transport des mélanges, mise en œuvre. Et là, on a fini la construction. Puis après, on a les différentes étapes d'entretien pour finir à la fin avec effectivement l'évaluation globale. Et au milieu, vous avez la colonne, on part de procédés. Et vous voyez, on est parti pour collecter effectivement les différents matériaux routiers. Donc, on a la carrière déjà pour les granulats, on a la cimenterie pour le ciment, on a la source d'eau, on a l'usine pour les adjuvants, on a la raffinerie pour le bitume, on a l'aciérie pour l'armature et les goujons pour le béton. Et vous voyez, en fonction de la réalité des choses, ces produits élémentaires, ces constituants élémentaires, on les achemine soit vers une centrale de fabrication, en moyennant un transport, bien sûr, donc de l'extraction via transport, on les amène jusqu'à la centrale de fabrication, soit pour certaines constituants comme les granulats, parfois on peut les amener directement sur le chantier, ainsi que pour les armatures et les goujons. Donc vous voyez, il y a
une partie transport et une partie fabrication des mélanges dans des centrales. Et après, il y a une deuxième partie qui s'appelle transport de la centrale jusqu'au chantier. Une fois arrivé sur le chantier, il y a la mise en œuvre. Il y a toute la batterie je dirais, des machines qui vont se mettre effectivement en ordre de marche pour exécuter les travaux. Et à la fin de ça, donc on est maintenant à la phase construction. Donc le logiciel Perceval vous donnera son calcul économique et son calcul des impacts environnementaux au niveau de la phase construction. Et puis après, on enchaîne. Quand on a les scénarios d'entretien, c'est-à-dire pour les modules 1 à 5, effectivement, on va instruire 1, 2, 3, 4 scénarios d'entretien, si vous voulez. C'est tels qu'ils sont codifiés aujourd'hui dans les différents documents, ou tels que vous avez vous-même, effectivement, par retour d'expérience. Vous avez certainement une idée sur ces périodes durant lesquelles on fait de l'entretien. Donc, on peut instruire plusieurs phases d'entretien et le logiciel finit, effectivement, à la fin par donner l'évaluation ou la comparaison sur le cycle complet, construction plus entretien. Alors, Perceval, un logiciel sur mesure, il a été conçu pour permettre à l'utilisateur de choisir en fonction des données locales de son projet les valeurs des paramètres à chaque étape de l'étude. C'est-à-dire, on a fait en sorte que c'est l'utilisateur du logiciel qui décide. Il va prendre les données localement, que ce soit économique ou que ce soit aussi sur le plan technique, les distances de transport, les machins comme ça. Donc, il peut instruire avec ces données locales. Et puis, il a été conçu pour déterminer rapidement, parmi les deux techniques comparées, celle qui est la mieux adaptée pour son projet sur le plan économique et environnemental. Voilà. Donc, et à chaque étape, vous allez voir que nous avons toujours privilégié, je dirais, deux possibilités. Quand on a pu le faire, donc on a à chacune des étapes, soit l'utilisateur connaît, par exemple, les impacts environnementaux des constituants qu'il utilise, et auquel cas il a la possibilité de les instruire en direct. S'il ne connaît pas, nous lui proposons une solution d'un menu déroulant. Il l'ouvre et il choisit parmi les propositions que nous faisons, il choisit celle qui correspond effectivement à ses besoins. Alors, les présentations des résultats, vous allez le voir sur la démo. Donc, il y a une présentation sous forme de radar, comme on dit. On porte sur le cercle extérieur des différents indicateurs économiques et environnementaux. Et chaque indicateur, donc, il est évalué sur l'axe, qui va du centre jusqu'à effectivement cet indicateur. Plus l'impact est fort et plus on est loin du centre, bien sûr. Et ça permet effectivement de présenter les résultats sous cette forme-là avec deux couleurs. Chaque couleur correspond à la technique qui a été effectivement utilisée. Mais on peut aussi présenter sous forme de bâtonnet. Donc, on a les différents indicateurs économiques et environnementaux et on va effectivement comparer visuellement avec aussi, je dirais, les quantités, bien sûr, sous forme de bâtonnet, les impacts des deux techniques pour chacun des indicateurs. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, voilà, ça c'était la présentation, mais ce qui est mieux encore, c'est de faire une petite démonstration. Et comme cette démonstration aujourd'hui, elle est dédiée au module 6, c'est-à-dire les séparateurs en béton versus les glissières métalliques. Voilà, donc je veux quand même, avant de faire la démonstration, je veux vous donner quelques éléments avant. Voilà, donc quand vous allez sur le logiciel, bon, on a sorti une page, mais ce n'est pas grave. Quelques conseils pour l'utilisation de Perceval. Perceval n'est pas un logiciel de conception et de dimensionnement, je l'avais dit. Voilà, donc quand vous allez sur cette page-là, les 11 modules, vous allez choisir le module. Nous, on va choisir le module 6. Quand on clique dessus, on va ouvrir ce module. Donc, on va voir comment. Pour Perceval, n'est pas un logiciel de conception et de dimensionnement, je l'avais dit, je le répète, c'est très important, c'est un outil d'évaluation économique et environnementale. Donc, il appartient à l'utilisateur de définir
le profil de l'ouvrage de sécurité ou d'assainissement à évaluer. C'est lui qui doit décider, effectivement, de ce profil et puis du niveau, effectivement, de sécurité qu'il décide de faire. Et aussi pour les ouvrages de sécurité, de donner les profils à comparer. Alors, quelques conseils aussi pour les dispositifs de sécurité. Vous pouvez se référer, on a un document, une norme, qui est la norme NFEN 1317, qui vous permet effectivement de regarder tous les dispositifs aujourd'hui autorisés au niveau européen et qui sont réalisés effectivement sur les ouvrages. Hein. Sur cette norme, vous pouvez effectivement choisir le dispositif ou les dispositifs qui sont en compétition, si vous voulez, et afin de les comparer. Alors, avant d'aller utiliser, faire une démonstration ou faire une simulation, je vous conseille effectivement de préparer un petit peu pour ne pas perdre de temps, parce que vous avez besoin de collecter certaines données économiques et environnementales. Hein. Donc, pour les données environnementales, comme je vous l'avais dit, à chaque étape, l'utilisateur peut renseigner les données environnementales s'il les connaît. Sinon, le logiciel est là pour lui proposer des solutions, et parmi lesquelles il va pouvoir choisir. Hein. Donc, on a la base de données qui vient en aide, hein, bien sûr. En ce qui concerne les données économiques, je vous ai dit que le logiciel ne comporte aucune base de données économique, mais il intègre tout le processus d'évaluation et de comparaison. Il convient à vous, l'utilisateur, de les collecter au niveau local et de les renseigner dans le logiciel. Maintenant, si vous les avez collectés, vous les instruisez, ça va être facile, vous allez voir. Si vous n'avez pas collecté tout, il vous manque quelque chose, vous pouvez toujours laisser en blanc ces cases concernant l'économie. Le logiciel, il va travailler, il va faire les évaluations ou les comparaisons, mais il va vous alerter qu'il y a des cases qui sont manquantes, hein, donc des instructions qui manquent. Et il ne va pas vous donner la comparaison économique ni l'évaluation, il va simplement vous présenter à la fin le calcul environnemental. Donc, il ne se bloque pas, c'est-à-dire si vous n'instruisez pas l'économie, il ne se bloque pas. Alors, les données économiques à collecter, vous allez voir que moi, pour faire la simulation, je me suis préparé, donc j'ai fait une collecte de données économiques. Donc, ce sont les prix rendus chantier des constituants ou des mélanges et des produits, le prix de mise en œuvre des matériaux et des produits, le prix de transport des matériaux et des produits, donc en tonnes de kilomètres ou en mètres cubes kilomètres. Donc, vous avez besoin d'avoir une certaine idée, effectivement, de ces données afin de mener à bien cette simulation ou cette comparaison. Alors, voilà, pour l'application que je veux vous faire d'ici quelques minutes, je veux comparer un séparateur en béton avec une glissière métallique. Les données techniques économiques que j'ai préparées sont les suivantes. J'ai décidé de prendre un séparateur de type niveau de retenue élevé, classe de performance H2, tout ça c'est dans la norme. Hein. Type de séparateur, un double barrière de sécurité, un DBA, un talon en bas de 8 cm, une classe de déformabilité W1. J'ai décidé de prendre des armatures classiques, 2 filants Phi12 par exemple, distance de transport de ces armatures 300 km par rapport au chantier, tarif rendu chantier 1000 € la tonne. En ce qui concerne le béton, j'ai choisi un C3545, un béton donc normalisé, C3545. XF2, c'est la classe d'exposition. S1, c'est le slump le plus faible. Et le Dmax de granulat 20. Le tarif rendu chantier, j'ai pris 125 € par mètre carré. Je pense que ces prix aujourd'hui ne sont plus peut-être réels, je dirais. Bon, ce sont des chiffres que j'ai faits il y a quelques mois qui sont un peu dépassés aujourd'hui, hein, mais ça ne changera pas pour la simulation. Hein. C'est à vous de voir effectivement localement quels sont les prix aujourd'hui et les introduire. Après, il y a la question de semelle. Est-ce que le séparateur en béton, il doit être posé sur une semelle? Bon, j'ai pris la décision de oui. Dimension de cette semelle, hauteur et largeur.
j'ai pris 0,20 et 0,70. Le béton de cette semaine, j'ai pris un C2530 X0S1 20 la taille de caillou. Tarif rendu chantier de ce béton, 100 € par mètre cube. Mise en œuvre, j'ai décidé qu'elle soit mécanisée et le coût de la mise en œuvre, 100 € par mètre cube. Pour la glissière métal, je prends l'équivalent de ce dispositif de sécurité béton. Donc, j'ai pris un niveau de retenue élevé, pareil, et une classe de performance H2. J'en ai déduit après la classe de déformabilité de cette glissière W2, poids en mètre linéaire qui s'affiche automatiquement 50 kg par mètre linéaire. Éléments de glissière métallique en acier galvanisé, bien sûr. Moyens de transport, ce sont des camions 44 tonnes, charge utile 27 tonnes. Distance de transport usine-chantier 300 km. Tarif rendu chantier 1600 € la tonne. Mise en œuvre, atelier par défaut. Hein, donc il y a soit un atelier que vous instruisez, soit un atelier par défaut. On va voir comment. Le tarif de la mise en œuvre, 50 € par mètre linéaire. Voilà, donc voilà les données que je veux instruire, moi, dans la démonstration et que vous allez pouvoir faire, effectivement, si vous êtes avec votre ordinateur, n'hésitez pas de rentrer sur ce lien qui s'affiche et de faire comme moi, si vous voulez, cette simulation. Voilà, donc si vous êtes prêts, on va démarrer cette simulation. Et donc, je suis sur la page de garde du logiciel et je vais cliquer sur le dispositif de sécurité, c'est-à-dire le module 6. Et voilà, j'ai une page qui s'affiche. Cette page, elle va être ça correspond à une étape. On va voir laquelle, une étape. Et sur cette page, elle va être la même tout le temps. Ça veut dire que vous allez avoir toujours à gauche un dispositif de sécurité, c'est celui du béton qu'on a mis à gauche. Et ce menu qui est là, ce sont les différentes étapes de réalisation, effectivement, du séparateur. Hein. Et puis à droite, vous allez avoir la glissière métallique avec laquelle on va se comparer. Et vous allez avoir effectivement les différentes étapes qui la concernent. Hein. Donc ces deux menus, ils vont rester, ils s'affichent sur toutes les pages qui vont venir après. Hein. Ce qui change, c'est vraiment le milieu, c'est-à-dire de cette partie-là, elle va changer d'une étape à l'autre, bien sûr, c'est évident. Donc vous voyez à gauche, on est type de séparateur, on a cette page, le type de séparateur, sur laquelle il faut qu'on donne des instructions. Hein. Souvent des instructions techniques, mais aussi environnementales, on va le voir, et aussi économiques. Chaque étape, elle est instruite sur tous les plans. Donc ici, on va commencer par la gauche. Le logiciel commence toujours à gauche et par la première étape. Et quand on clique à chaque fin de page, quand on a rempli, on clique OK, automatiquement, il coche la phase, l'étape qui vient d'être faite, et il passe à l'étape suivante. Hein. Voilà. Pour le type de séparateur, qu'est-ce que nous avons choisi? Alors là, il y a un menu déroulant. Il me dit, choisis un niveau. Bon, nous avons décidé, comme je vous ai dit, de prendre un niveau pas normal. On va prendre un niveau de sécurité élevé. Hein. Donc, on va prendre élevé. Et un deuxième menu déroulant, il va vous demander, mais quelle est la classe de performance? Hein? C'est quelle classe de performance? Vous voyez, donc il y a une série de H2, H3, avec après les différents dispositifs qui sont donnés, avec GBA, DBA, LBA, il y a tous les dispositifs effectivement qu'on a sélectionnés à partir de la norme, bien sûr. Hein. Et puis, pour chacun de ces dispositifs, on a donné différentes solutions pour les talents. Nous, on a décidé de prendre 8 cm hein, pour le talent, c'est le minimum. Mais vous pouvez mettre 9, 10, 11. Hein. Donc, vous avez le choix, effectivement, pour chacune, je dirais, de la classe de ces dispositifs de sécurité. Vous pouvez choisir différents types de talents. Hein. Donc, nous, on a pris la première. Donc, on va mettre H2, pardon, et c'est DBA. Hein. On a pris H2 DBA. DBA et 8 cm de talent. Voilà. Et vous voyez, donc, on a un niveau de retenue élevé, un dispositif H2 DBA talon 8 cm. Tout de suite, il met l'épaisseur du talon et il va donner la largeur, effectivement, à la base de cette glissière. Elle fait 60 cm. Hein. La DBA, elle fait 60 cm.
C'est pas fini, là, on va descendre sur... Excusez-moi, alors, c'est parti trop vite. Alors, il va vous demander la classe de déformabilité. Hein. Donc, pour une DBA et une GBA, la classe de déformabilité, ils sont donnés par la norme. Donc, c'est W1. Et si vous ne savez pas laquelle choisir, vous pouvez à tout moment, vous voyez, il y a des points d'interrogation partout. À tout moment, vous pouvez cliquer sur ce point d'interrogation et ça va vous renvoyer sur une notice. Une notice pour vous expliquer, effectivement, que la classe de déformabilité correspond à la largeur de fonctionnement du dispositif. Pour le béton, c'est la largeur de séparateur, alors que pour la glissière métallique, c'est l'espace minimal qu'il faut considérer entre l'avant de la glissière et l'obstacle contre lequel il faut se protéger. La déformabilité est de classe W1 pour les GBA et les DBA et de classe W3 pour les LBA. Vous voyez, donc, il y a une notice qui explique et qui vous aide effectivement à instruire les données. Donc, on a fini cette première étape, c'est-à-dire l'étape, le choix du dispositif, hein, le type de séparateur. On va mettre OK pour qu'on passe à l'étape d'après. Toc, on met OK. Vous voyez, donc l'étape est cochée et une nouvelle page s'affiche, c'est le choix des armatures. Et pour les choix, parce qu'une glissière, on sait, il y a des filants, des armatures, hein, effectivement, pour assurer la continuité du dispositif. Alors là, on a aussi été, je dirais, un petit peu ambitieux. On a voulu anticiper aussi les évolutions. Nous avons pris la décision de dire soit on choisit des armatures classiques, soit des torrents galvanisés. Apparemment, ça commence à s'utiliser. Ce n'est pas encore d'usage courant, mais ça va venir. Donc, vous sachez que Perceval, il intègre effectivement des torrents galvanisés. Hein. Mais nous, bon, pour la simulation aujourd'hui, on va prendre une armature classique, on a dit. Et pour l'armature classique, il vous dit quelle est l'option que vous avez pris. Est-ce que vous avez pris 2 filants de Phi 12? Est-ce que vous avez pris 3 filants de 12? Ou est-ce que vous avez un ferraillage spécifique? Ça peut arriver. Hein. Donc, nous avons listé les 2 solutions courantes aujourd'hui, ainsi qu'une possibilité d'instruire vous-même le taux d'armature, effectivement, qu'il faut mettre dans ces glissières. Bon, pour la simulation, j'avais décidé de prendre 2 filants, Phi 12, et quand j'instruis ça, ben, ça donne la quantité d'armature en kilos au mètre linéaire. Après, il va vous demander la distance usine-chantier, et ça, j'avais prévu 300, donc je mets 300 km. Si c'est 100, vous mettez 100, si c'est 600, vous mettez 600, c'est en fonction du lieu de votre ouvrage et de l'usine de laquelle on achemine effectivement ces armatures. Le tarif, bien sûr, rendu chantier à la tonne d'armature, et nous avons retenu 1000 €, donc je vais mettre 1000 €, peut-être aujourd'hui c'est plus, hein, mais le but n'est pas de... Le but, c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Et cette étape, elle est instruite, donc je vais mettre OK. Et quand je mets OK, donc l'étape armature, elle est cochée. On passe à la fabrication et transport du béton. Maintenant, c'est le béton qui nous... Et c'est pareil, là, on va vous proposer deux possibilités. Soit un béton spécifié, codifié, normalisé, connu, soit un béton que vous souhaitez fabriquer sur mesure. Hein. Bon, ça veut dire que ça passe par le choix du liant, le dosage, le choix des granulats, la composition, les adjuvants, les machins comme ça. Donc, c'est une longue... mais c'est possible. On peut effectivement passer par cette étape qui s'appelle béton à composition prescrite. Bon, pour notre simulation, on a pris effectivement le béton à propriété spécifiée, c'est la solution la plus courante en général. Et là, il vous dit, choisissez votre béton. Choisissez votre béton, bah, on vous propose effectivement des bétons hein, qui sont normalisés, comme un C3037 XF1 S120, C3037 XF2 ou XF3 S120, C3037 XF4 S120, C3545 avec les différentes classes d'exposition, XF1 jusqu'à XF4, C4050 XF1, etc.
Donc, vous voyez, on a toutes les possibilités. Il suffit de choisir un. Et pour la simulation, j'ai choisi C3545 XF2 S1 20. Donc, c'est celui-là que j'ai choisi. Et tout de suite, les cases correspondant aux impacts environnementaux sont remplies par le logiciel. Ça remplit parce que le logiciel connaît effectivement, il a la base de données du béton, pas du béton, il a la base de données des granulats, du ciment, de l'eau, des adjuvants. Donc, il va effectivement, avec les proportions qui sont codifiées dans cette formule de béton, il va calculer effectivement les impacts environnementaux automatiquement. Donc, vous voyez, 267 kg de CO2 au mètre cube, 1919 mégajoules au mètre cube, etc. Ça, ce sont les instructions concernant les impacts environnementaux d'un mètre cube de béton. Maintenant, il vous demande le tarif rendu chantier de ce béton. Le tarif rendu chantier, nous avons pris 125. Ouais. En fait, le deuxième chiffre, ça correspond à une autre nomenclature étrangère américaine. Ça ne veut pas dire que ça va de 35 à 45. C'est en France. Voilà, donc l'étape c'est 30/35. Fabrication et transport du béton, c'est rempli. L'étape a été cochée et on va passer à la mise en œuvre maintenant. La mise en œuvre, nous, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est pareil, vous avez la possibilité de choisir deux méthodes, soit une machine de mise en œuvre spécifique, c'est-à-dire vous avez une machine, vous laissez son rendement et sa consommation, vous donnez les instructions, comme ça on connaît les impacts dus à la machine. Sinon, nous, on vous propose par défaut, on a pris une machine théorique, pour mettre en place le béton, c'est-à-dire la machine à coffrage glissant, pour extruder le séparateur, une machine théorique dont la consommation est 70 litres et le rendement 75 mètres cubes. Donc voilà, c'est pas sorti de ma poche, c'est une petite enquête que j'ai fait auprès des entreprises pour vous donner un petit peu le type de machine, leur consommation ainsi que leur rendement de façon moyennée. Le tarif de la mise en œuvre, pour la mise en œuvre, nous avons choisi donc 125 mètres cubes. Je mets OK, vous voyez, donc on a coché la mise en œuvre et on est en mesure à ce stade de vous donner le total le sous-total séparateur. Le sous-total séparateur, sans parler de semelle pour l'instant. Donc on a déjà le coût de la glissière et les impacts environnementaux de la glissière, béton. Vous voyez, donc c'est pour l'épuisement de ressources, l'énergie consommée, 527 mégajoules par mètre linéaire, c'est en mètre linéaire. Le CO2, 71,5 kg de CO2. Le SO2, c'est-à-dire l'acidification de l'air. Le PO4, l'eutrophisation. Le coût, 65,76 € par mètre linéaire. Le H2O. Et vous avez après, en dessous, tous les détails, étape par étape, de ces coûts et de ces indicateurs. Donc, ce n'est pas fini pour le séparateur béton. Il y a la semelle. On a décidé. Alors, s'il n'y a pas de semelle, vous mettez 0. Mais s'il y a une semelle, effectivement, il faut l'instruire. Et la première chose à instruire, c'est les dimensions de la semelle. Les dimensions de la semelle, si vous faites une semelle, si vous ne savez pas, vous cliquez ici, il vous donne une notice en bas. Il vous dit, si le séparateur béton est à réaliser sur un support bitumineux existant, une semelle n'est pas nécessaire. Dans ce cas, mettez 0 dans la case. Si le séparateur béton est à réaliser sur un support naturel ou à proximité d'un ouvrage d'assainissement, la réalisation d'une semelle sous le séparateur béton est obligatoire. La semelle aurait les dimensions suivantes: une épaisseur de 20 cm, c'est-à-dire une hauteur de 20 cm, et une largeur de 10 cm de plus que la largeur du séparateur, c'est-à-dire 5 cm de chaque côté en plus. Or, le séparateur que nous avons choisi, il faisait 60 cm, donc si on veut mettre une semelle, elle aura une largeur de 70 cm. Donc, ça, c'est un rappel un petit peu de la norme. On va instruire. Donc, hauteur de la semelle ou épaisseur, donc c'est 0,20. Largeur de la semelle, donc on va mettre 0,10.
0,70. Et on va mettre OK. Et là, il vous dit fabrication et transport du béton. Avec quel béton on fait la semelle? On n'a pas besoin de prendre des bétons de classe mécanique élevée. Hein. On va prendre, mais on a mis un peu tout. Hein. Vous pouvez choisir la semelle que vous voulez. Hein. Toutes les classes mécaniques sont répertoriées ici, avec toutes les classes d'exposition. Bon, pour ce chantier-là, moi, j'ai dit, ça suffit, je prends C2530, X0 parce qu'on est quand même sous terre. Il n'y a pas de classe d'exposition, S120. J'ai pris cette classe-là, mais vous pouvez prendre la classe que vous souhaitez, hein, que vous jugez effectivement bien de la prendre. Donc tout de suite, le logiciel il calcule les impacts, les 6 impacts. Maintenant, il vous demande de donner le tarif rendu chantier de ce béton. Le tarif rendu chantier, moi j'ai pris 100 €. Et je mets OK. Donc cette étape de fabrication est faite. Mise en œuvre. Alors, mise en œuvre toujours standard ou spécifique. Spécifique, c'est-à-dire vous donnez vous-même les caractéristiques de la machine. Standard, c'est une machine par défaut hein, qu'on donne. Choisissez une mise en œuvre. Alors, on peut faire cette semelle soit manuelle, de façon manuelle, hein, en mettant dans le trou, dans le béton et on le tire à la règle ou on le vibre. Soit de façon mécanisée à l'aide d'une machine. Hein. Donc, j'ai pris moi de façon mécanisée avec la machine. Et il va vous demander, est-ce que vous armez cette semelle, est-ce que vous mettez des armatures? S'il y a des armatures, il faut les donner, les quantités, et la distance usine et armature. Moi, j'ai pris le pari de dire que non, on n'a pas besoin d'armature, donc j'ai mis 0, je mets 0, donc distance 0 et tarif armature 0. Alors, oui, alors s'il y a une armature, comment instruire la case? Effectivement, vous cliquez sur armature ici et vous passez à la notice. Et je vous ai donné ici une formule qui vous permet, en fonction du nombre d'armatures que vous mettez dans la semelle, de la masse volumique de l'acier, du diamètre de l'armature, de l'épaisseur de la semelle, de la largeur de la semelle. Le logiciel, il va vous donner cette formule que vous allez effectivement calculer de côté, si vous voulez, et ça vous donne la quantité d'armature pour la semelle qu'il faut mettre sur par mètre cube. Hein. Je pense que c'est par mètre cube, oui, c'est kilo par mètre cube. Donc, vous voyez, à travers cette formule, ça vous permet d'instruire cette case, et après, vous instruisez la distance usine-chantier, et puis, effectivement, le tarif d'armature. Pour le tarif de mise en œuvre mécanisée, j'ai retenu 100 € hein, au mètre cube. Et vous voyez, donc j'ai les impacts et le coût de la semelle, hein, seule. Hein, c'est pas la totalité du séparateur pour l'instant, c'est vraiment la semelle. Donc il y a une récap sous total semelle qui vous donne effectivement tout ce que vous avez instruit hein, durant cette simulation. Et puis il vous donne effectivement les impacts. Le coût de la semelle, les impacts de la semelle, et puis après vous mettez résultat, et là il vous donnera effectivement le total, séparateur plus semelle. Donc vous voyez, on a un séparateur avec semelle dont la consommation d'énergie est de 759,5 mégajoules, le CO2 99,05 kg au mètre linéaire, l'acidification c'est 0,2339, le PO4, le coût 93,73 €. Donc, on a effectivement le coût total et les impacts totaux de la glissière avec la semelle. Maintenant, on a fini cette partie gauche, on va passer à la partie de droite et on va passer par la case type de dispositif. Bien sûr que le type, il faut prendre quelque chose d'équivalent à celui qui a été choisi à gauche pour pouvoir les comparer. On ne va pas prendre deux dispositifs de niveaux différents, bien sûr. Donc, on va prendre le niveau élevé, bien sûr. On va prendre H2. Pour le niveau élevé, il n'y a que H2 sur le plan de glissière métallique. La déformabilité, c'est pareil, vous ne savez pas, la notice vous rappelle un peu ce qui est dit dans la norme. Hein. Voilà la norme, ce qu'elle dit. Elle dit que pour la classe de déformabilité, il faut la choisir parmi les 5 classes ici, W2 à W6. Pour un niveau N2 et pour un niveau H2. Hein. Donc, pour le niveau H2 en question,
eh ben, on va prendre effectivement la classe W2, hein, qui est la plus forte, hein, puisque c'est ça qui est recherché. Hein. On va instruire, donc on va choisir H2, W2, on va prendre W2, et ça va vous donner effectivement tout de suite le poids de la tôle d'acier galvanisée au mètre linéaire, c'est 50 kg, hein, donc c'est quelque chose de costaud, hein, qu'il faut envisager. On instruit, on met OK, on passe à la fabrication et transport des éléments de la glissière. Alors, on a aujourd'hui qu'une façon de faire, ce sont les aciers galvanisés, bien sûr, pour ce type de dispositif. Hein. Demain, peut-être, on aura autre chose, mais je ne sais pas. Donc, on a fait un menu déroulant dans l'optique, s'il y a d'autres choses, qu'on puisse effectivement l'ajouter. Donc, on va prendre acier galvanisé, et vous voyez, acier galvanisé, ça vous donne effectivement les impacts à la tonne de l'acier galvanisé, et ces impacts ont été calculés comment? Mais on a été effectivement pris l'ICV acier ArcelorMittal 2016, qui donne effectivement les impacts environnementaux d'une tonne de tôle d'acier galvanisé, avec une épaisseur de galvanisation bien déterminée. Moyen de transport, comment on va transporter ces éléments jusqu'au chantier? Mais on va les transporter dans des camions de 44 tonnes, donc il y a les impacts de transport qui s'affichent. Et puis après, distance usine-chantier, on va prendre 300 km, comme on l'a pris pour les aciers. Tarif rendu chantier, on a pris 1600 € la tonne. On va mettre OK. Et on arrive à la mise en œuvre. La mise en œuvre, alors il y a une mise en œuvre personnalisée, données personnalisées. Vous pouvez introduire vous-même des données, hein, avec du matériel, consommation de fuel et rendement, ou effectivement par défaut, hein, ce que j'ai fait. Hein, donc j'ai pris par défaut un atelier de montage qui consomme 75 litres et pour un rendement de 250 mètres linéaires. Tarif de la mise en œuvre, 50 € mètre linéaire, je mets OK et j'obtiens déjà les résultats, hein, de cette glissière métal. Les résultats donc en énergie 1189 mégajoules au mètre linéaire, le CO2 129,9 kg CO2, acidification, eutrophisation, le coût 130 € par mètre linéaire et la consommation d'eau. Et maintenant, ce n'est pas fini, donc on peut cliquer ici sur ce bouton-là, comparaison. Donc, on va pouvoir afficher côte à côte les choses. Donc, vous voyez ici, il y a le rappel de tout ce qui a été instruit pour le séparateur béton. Et à côté, tout ce qui a été instruit pour la glissière métal. Et en dessous, vous allez avoir, sous forme de bâtonnet, la comparaison. En matière de ressources naturelles, vous voyez que le béton, il est largement avantageux. C'est 20 10 puissance moins 6 à comparer à 7 10 puissance moins 3. Vous voyez, donc il y a un écart énorme. L'énergie consommée, on est à 759 mégajoules par mètre linéaire à comparer à 1189 mégajoules par mètre linéaire pour la glissière métal. Le CO2, 99 par rapport à 129,9. Etc. SO2, bon, SO2, on est à peu près pareil. Eutrophisation, on est un peu moins bon avec le béton. Et puis, le coût, tarif, on a 93 à comparer avec 130. Et puis, la consommation d'eau. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne avec les hypothèses que j'ai introduites, bien sûr. Hein. C'est à faire, effectivement, avec des hypothèses qui sont les vôtres, hein, au niveau local. Hein. Voilà la traduction sous forme de radar. Hein. Donc, vous voyez que le séparateur béton qui est là, il est un petit peu à l'intérieur de celui qui est glissière métal, ce qui veut dire qu'on est moins impactant, bien sûr, hein, visuellement. Et puis en dessous, vous allez avoir tous les tableaux de calcul je dirais, des différentes étapes. Hein. Voilà. Alors maintenant, il y a des fonctionnalités. À tout moment, vous pouvez revenir et dire je vais changer quelque chose. Hein. Bon, je reviens sur le séparateur béton et je dis bon, j'ai pris un béton, mais je veux changer. Je veux prendre un autre béton. Vous pouvez choisir un autre parce que vous avez décidé que vous êtes dans un environnement très exposé au gel et au salage, donc vous voulez prendre un XF4. Vous cliquez sur celui-là.
il sera affiché, mais attention, il faut aller en bas de la page pour que le logiciel retienne ce choix-là. Il faut aller à la base de cette page et mettre OK. Si vous ne faites pas OK, mais il ne va pas prendre en compte, effectivement. Hein. Donc, vous voyez, et là, il a tout recalculé avec XF4, donc plus contraignant. Et on va voir effectivement, bon, on n'a pas retenu ce qui a été donné avant, mais on va montrer effectivement les bâtonnets. Qu'est-ce qui peut changer bah, là, c'est pas changé beaucoup par XF4. Oui, l'impact, il est relativement faible. Alors, il faut regarder effectivement les chiffres. Hein. Bon, donc, vous voyez, donc, vous pouvez à tout moment modifier pour voir un petit peu ce qui peut changer dans la comparaison. Alors, si vous êtes en train de faire une simulation et que vous n'avez pas pu finir, vous êtes appelé à une réunion, vous êtes obligé de partir, vous ne perdez pas ce que vous avez saisi. Vous voyez, il y a un bouton ici, enregistrer. Vous enregistrez ce que vous venez de faire. Le logiciel va fournir un code. Il faut absolument noter, retenir. Ne venez pas à Simbettant pour demander ce code. Hein, il est généré automatiquement par l'ordinateur. Hein, donc, nous, on n'a pas accès. Hein. Donc, vous le copiez, vous le mettez de côté et vous revenez au bout de plusieurs jours. Vous rentrez sur le logiciel et vous venez ici, dans cette case, à référence, vous introduisez votre code et vous mettez OK. Et bien, vous êtes sous la simulation. Hein. Donc, vous ne perdez pas ce que vous avez saisi et vous pouvez poursuivre cette simulation. Hein. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand vous êtes à la fin, quand vous avez fait comparaison, ben, vous dites j'aimerais bien récupérer effectivement tout ce que je viens de faire parce que je vais aller à la réunion pour pouvoir effectivement montrer ce qui a été fait. Ben, vous faites export. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez demander, quand on vous envoie sous forme Excel, hein, tableau Excel, tous les chiffres qui ont été saisis hein, et obtenus comme résultat, soit sous forme PDF. Hein, donc, vous instruisez PDF et vous mettez votre courriel et automatiquement, effectivement, le logiciel va vous adresser ce qui était fait. Voilà, il va vous envoyer ça. Hein, donc, sous forme PDF, il va vous envoyer ça. Hein, que vous pouvez effectivement amener avec vous en réunion pour justifier un petit peu les choses. Mais écoutez, voilà, donc vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Il est très souple, il est très simple d'utilisation. On a voulu l'économie parce que pour nous, ça nous paraissait très important de pouvoir aussi parler d'économie quand on fait des évaluations et des comparaisons. Ça nécessite de collecter des valeurs, bien sûr, mais à mon avis, donner des impacts environnementaux seuls, sans l'économie, ce n'est pas non plus développement durable. Voilà ce que je disais au départ. Voilà, mais écoutez, je pense que je suis venu à la fin de ce webinaire. Nous sommes dans les temps, je dirais. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je les prends. Bien, alors, Joseph. Merci Joseph, il y a une question dans le chat, dans le fil de discussion que je vais te donner, tu y répondras. Oui. On te demande si tu parles des largeurs de fonctionnement. Largeur de fonctionnement de quoi? Je te donne la question telle qu'elle est libellée. Il conviendrait de parler de largeur de fonctionnement. La largeur du dispositif de sécurité, il y a deux choses. Il y a la largeur du dispositif qui est codifié par le profil lui-même, la largeur à la base hein, du profil. Il y a la largeur concernant la classe de déformabilité. C'est la largeur, effectivement, qui sépare le devant du dispositif par rapport à l'ouvrage qu'on veut protéger. Pour le béton, comme lui, il ne se déforme pas, il est rigide. Donc, en fait, la largeur, enfin, la classe de déformabilité correspond à la largeur qui sépare la face intérieure, la face côté route du séparateur béton et l'ouvrage. Or, l'ouvrage, il peut être collé contre la glissière. Hein. Donc, en fait, ça revient à dire c'est la largeur de la glissière. Quand vous avez une glissière de 60 cm à la base, donc cette classe de déformabilité sera cette largeur-là.
Ceci n'est pas vrai pour la glissière métal, parce que la glissière métal, elle peut se déformer. Et en se déformant, effectivement, il ne faut pas qu'elle vienne taper dans l'ouvrage qu'on veut protéger. Donc, la classe de déformabilité, elle va prendre en compte effectivement la distance qui est entre la face intérieure de la glissière et l'ouvrage, en tenant compte de la déformabilité de la glissière. C'est-à-dire, si la glissière se déforme et elle s'enfonce de 20 cm ou 30 cm, il faut prendre effectivement en considération cette distance. Hein. Donc, ce n'est pas la glissière métal, on ne peut pas la coller à un ouvrage, il faut lui ajouter effectivement l'espace qu'elle prend pour se déformer derrière. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, sinon reposez-la d'une autre façon. Non, merci. Sur la glissière, enfin sur la largeur de fonctionnement, c'était une question de terme si j'ai bien compris. Mais Monsieur Chat peut activer son micro quand il le souhaite pour préciser ses propos. Oui, bonjour. Oui, en fait, dans le logiciel, on parle de déformabilité, mais en fait, le vrai terme technique, c'est largeur de fonctionnement. Puisque oui, c'est ça, W2, c'est la notion de largeur de fonctionnement. Voilà. Bien sûr, donc j'ai bien répondu à la question, me semble. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On nous demande si on peut faire varier la géométrie de la GBA, par exemple. Bon, nous avons repris un petit peu ce qui existe dans la norme. Hein. Pour l'instant, on a pris des géométries qui sont codifiées, sur lesquelles, je dirais, on a des dimensions, des largeurs, des hauteurs, des talons, etc. C'est vrai, on n'a pas introduit des profils un petit peu spéciaux, mais ça peut être une évolution. Ça peut être une évolution probable de ce module, que de pouvoir effectivement faire des profils un petit peu sur mesure. On peut ouvrir cette possibilité. Mais est-ce que l'ouvrage serait en conformité avec la norme? C'est une autre chose. Hein. Donc, ça veut dire quand on veut ajouter un profil sur mesure, pour le rendre acceptable sur le plan, je dirais, réglementaire, il faut tester ce profil. Il faut le mettre en test. Et mettre en test, vous savez, il faut construire un ouvrage, il faut envoyer un véhicule à une vitesse et un angle donné et voir un petit peu les coefficients de décélération, etc. Donc, il y a toute une démarche d'expérimentation qui sera réalisée et pour le valider, parce que sinon, ce ne sera pas réglementé, si vous voulez. Et nous, pour l'instant, on est resté un petit peu dans le cadre de la norme. Mais ça peut être une éventualité. Mais il faut assumer derrière, effectivement, je dirais, cet aspect expérimental. Est-ce qu'on peut comparer, bonjour, c'est Olivier Goya, c'est moi qui avais posé la question sur les GBA élargis, est-ce qu'on peut comparer aussi du béton préfa avec du béton coulé en place? À l'état d'aujourd'hui, non. Ça n'a pas été conçu comme ça, mais ça peut être aussi une évolution possible. Hein. Pour l'instant, on n'a fait que le séparateur coulé en place comparé au glissière métal. D'accord. C'est Olivier? Ouais, c'est Olivier, ouais. Bonjour, comment vas-tu? Ouais, ça va bien, ouais. Merci. Merci d'être là. Une dernière question, puis après, je pense qu'on remerciera Joseph pour sa disponibilité. On nous demande si tu as envisagé, ou si nous avions envisagé d'intégrer les glissières, la comparaison avec les glissières bois. Alors, effectivement, quand vous regardez, j'avais prévu le bois à droite avec les glissières métal, surtout pour certains domaines d'application, bien sûr, pour un niveau léger de protection. Le problème auquel je me suis heurté, je n'ai pas trouvé d'inventaire de cycle de vie de pièces bois. Parce que ces morceaux de bois qu'on installe, ce n'est pas simplement que du bois, c'est un bois qui a été donc, bien sûr fabriqué en usine et traité. Et j'ai contacté pas mal d'entreprises pour leur demander s'ils peuvent m'aider à récupérer des ICV. J'ai cherché moi-même, effectivement, pour savoir s'il y a un ICV fait par une société qui fabrique ces glissières de bois, mais j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé
Et Dieu sait, j'ai fait beaucoup d'efforts pour collecter ces informations, mais je n'ai pas trouvé. Donc, on a les cases, on a prévu des cases pour le bois, parce que ça fait partie des glissières de montagne, bien sûr. Ils ont la place dans ce logiciel, mais nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité d'instruire, mettre dans la base de données un ICV bois. On n'a pas trouvé. Si quelqu'un en a à sa disposition, effectivement, je serais ravi de pouvoir les introduire. Bonjour, c'est Jean-Claude Alberto du CEREMA. Oui. Je reviens sur la géométrie des DBA et des GBA. Hein. Oui. J'apporte une précision, un complément, en ceci que la norme permet effectivement de faire varier la hauteur des DBA et GBA. Ah, la hauteur, oui. Oui. Voilà. Donc, du coup, effectivement, ça peut être intéressant si vous développiez un module particulier pour donner une géométrie différente. On augmente la hauteur, c'est ça? On augmente la hauteur en conservant 15 en crête. OK. Donc, la norme, elle le prévoit, effectivement. Oui, ça c'est effectivement une évolution possible, oui. Et la largeur aussi est possible par la norme. Hein. On peut, dès lors qu'on conserve le profil américain, on peut faire évaluer la largeur. Donc, on a souvent ça, tu connais, Joseph, c'est pour les GBA élargis, support d'écran, des choses comme ça. Oui, ah oui, pour support d'écran, oui. Ouais. Donc, effectivement, on peut enrichir ce module avec ces deux possibilités, augmenter la hauteur et augmenter la largeur à la base, oui. Oui, tout à fait. Oui, mais je vais voir avec Kevin, parce que Kevin... Ah non, merci à tous. Merci Joseph. Merci beaucoup, hein, c'est très intéressant. Merci pour le travail qui a été fait. Hein. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour de prochaines présentations sur Perceval. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, merci. Bye bye. Bye bye à tous les amis. Salut. Merci beaucoup.